La science se trompe-t-elle? La réponse courte, c'est oui. Sauf que, et là, ça devient moins court. Si vous vous intéressez depuis un certain temps aux problèmes de circulation, vous avez sûrement déjà entendu parler de la demande induite. C'est le concept qui affirme que l'augmentation de la circulation est surtout causée par l'augmentation des capacités routières. Celui-ci est très appuyé scientifiquement avec quantité d'études. Vous avez sûrement aussi déjà entendu des pros troisièmiens affirmer que non, le trafic est causé par l'augmentation de la population. Et que la science, surtout les sciences sociales, peuvent se tromper. C'est un discours beaucoup propagé, notamment par Radio X. On les salue. Sauf que là, j'en ai marre. Comment on fait pour démêler ça? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Là, c'est vrai qu'on est dans les sciences sociales et que celles-ci sont réputées moins rigoureuses que les sciences dites physiques ou naturelles. Hop. C'est toujours moi, dans un futur proche où je fais le montage, moins rigoureuse. Ouais, on pourra en discuter longtemps. Écoutez, l'objet d'étude des sciences sociales, c'est l'être humain, les sociétés humaines. C'est d'une complexité infinie, beaucoup plus que ce qu'il y a dans les sciences naturelles. Dans la mesure où on fait un travail méthodique, il y a de la rigueur. C'est ce que je dirais. Écoutez, difficile aussi de créer des conditions de laboratoire en sciences sociales. Là. Imaginez d'annoncer à une population entière, ben voilà, on va adopter telle mesure, vous allez servir de groupe témoin pour vérifier si cette mesure va foirer comme on le pense. Il y a un petit problème éthique ici. Hein. Bref, on pourra en discuter longtemps. Sauf que là, on a affaire à une branche des sciences sociales qui détient une base empirique très importante. C'est-à-dire qu'elle repose sur énormément de données d'observation. Ça prend quelques bases en statistiques. Il y a tout un travail qui est fait dont les gens en communication, là, je comprends ici les animateurs radio surtout, ces gens-là n'ont aucune idée du travail qui est fait, de l'existence de toute une série de procédures. Parce que je vous jure, si vous leur parlez du test du chi-carré, du coefficient de corrélation, de régression linéaire, du coefficient de détermination R2, tout ça pour tester de multiples variables explicatives, et que tout ça pour qu'au final, il n'y en ait qu'une seule qui ressort comme la seule véritable explication du trafic, il y a de bonnes chances que tout ce qu'on va vous répondre, c'est vous êtes donc ben pompeux dans vos affaires. Mais c'est pas tout, hein. Vous savez, l'autre grosse catastrophe qui nous guette, le réchauffement climatique, c'est en gros la même situation. D'un côté, on vous dit que c'est causé par les émissions de CO2 des activités humaines, et de l'autre, par les climato-sceptiques, on va vous dire, ben non, c'est causé par des phénomènes naturels qui se produiraient de toute façon. Eh bien, vous savez quoi? Ça se démêle avec les mêmes techniques. Il y a un excellent documentaire de la BBC qui explique comment on travaille avec les mathématiques pour déterminer les causes, ou plutôt dans ce qui nous intéresse, la cause. But told in a way you've never heard before. Because we're not climate scientists. We're three mathematicians. Ça s'appelle Climate Change by Numbers. C'est un bijou. Il n'est pas disponible en ligne, il y a des droits, mais on peut le commander sur Mediafilm Group pour 300$. Franchement, ça devrait être un bien public accessible pour tout le monde. Ça me choque. Bref, c'est un contenu dense, pas facile à communiquer. Seule la BBC l'a vraiment fait et là, il faut payer 300$. Et tout le discours climato-sceptique ainsi que trafico-sceptique, je vais l'appeler comme ça, là, je l'invente le mot, profite de cette complexité dans le traitement des données pour passer leur message qui est beaucoup plus simple et plus rassurant pour leur clientèle cible, ancré dans une certaine perception de la réalité. Prenons un cas fictif avec ce tableau.
dans une ville fictive où on a le nombre de kilomètres de voies qui sont en service d'une année à l'autre et le nombre de kilomètres parcourus par les automobilistes dans la deuxième ligne. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Eh bien, là, ça va devenir un petit peu rude pour vos oreilles. Il faut calculer ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut prendre la covariance de x et y divisé par la racine carrée de la variance de x fois la variance de y. Pas de panique, là, pas de panique. Alors, dans le fond, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, vous voyez, on a la droite dans ce graphique qui est au milieu et on prend une mesure de la distance des points jusqu'à cette droite. C'est dans le fond, c'est ça qu'on vérifie en ce moment là. Dans ce cas-ci, la distance est vraiment courte. On peut avoir des cas où les distances sont plus grandes que ça. Dans notre exemple, on a un coefficient de corrélation de 0,9892. Ça, c'est une corrélation très forte. La corrélation parfaite est de 1. Une corrélation nulle est à 0. Si, au contraire, on avait les valeurs de y qui diminuaient dans la même proportion au lieu d'augmenter, ce serait toujours une corrélation, mais négative. Le résultat possible va toujours de 1 à moins 1. 0 étant une corrélation nulle. Matthew Turner, qui est l'auteur d'une des plus grandes études avec Gilles Duranton sur la demande induite, disait à propos des données qu'il avait que « It's a perfect one-to-one relationship ». Alors, il voulait dire dans le fond que la corrélation était parfaite. Mais, corrélation ne veut pas nécessairement dire causalité. Donc, c'est pourquoi on fait de l'analyse multivariable. Et là, on tombe dans quelque chose qui est très peu connu du grand public. On va prendre en compte ce qu'on appelle des variables de contrôle, qu'on soupçonne être de nature à influencer notre variable dépendante Y. Tout à l'heure, on parlait de la hausse de population, mais en fait, les études sur la demande induite considèrent beaucoup plus de variables que ça. Il y a les revenus des ménages, le prix du carburant, le climat, la part des emplois qui sont dans le secteur manufacturier, la géographie, soit les caractéristiques physiques du milieu, et aussi l'indice de ségrégation. Je crois comprendre que ça, c'est lié au passé raciste aux États-Unis. J'ai dit passé. Je sais pas. Mais que c'est encore utilisé pour mesurer la répartition spatiale des groupes sur le territoire. On va donc s'intéresser au coefficient de corrélation de chacune de ces variables, puis faire une analyse pour déterminer lesquelles expliquent le nombre de kilomètres parcourus et dans quelle proportion. Là, on travaillerait sur le coefficient de détermination R2. Mais je vais m'arrêter ici. Si vous voulez fouiner davantage, il y a des tutoriels pour étudiants sur YouTube qui sont vraiment bien faits. Bref, quand on se fait dire que non, c'est causé par autre chose, ben, ça a déjà été calculé. Des études utilisant ces techniques, il s'en est fait un paquet. La science peut se tromper, oui, sauf que, il est bien de préciser ici c'est quoi un consensus scientifique. Les gens qui sont spécialisés sur un problème se parlent entre eux d'une université à l'autre, d'un institut à l'autre. Ils regardent les protocoles, les traitements statistiques du travail des autres, sur une quantité d'études dont les conclusions vont dans le même sens. Une seule étude peut se tromper parce que souvent elle veut couvrir une parcelle de la réalité. Mais des dizaines, voire des centaines, qui ont été vérifiées par des pairs et pour lesquels ils disent que tout est OK, ben là, je vous jure, il faut être drôlement bien armé pour prétendre avoir quelque chose de plus fort que ça. Je pense que dans l'histoire des sciences, renverser un consensus scientifique, c'est arrivé probablement juste en physique, où on développe des instruments d'observation plus puissants, plus précis. Par exemple, on envoie des télescopes dans l'espace, là. Alors que, dans notre cas, il s'agit de compter les distances parcourues par les autos. Ce n'est pas un exploit technique. Il n'y a pas un gros potentiel d'amélioration ici. Idéalement, pour le grand public, il ne s'agit pas de croire en la science, mais de la comprendre. Sauf que,
encore là, on aborde des trucs assez compliqués et par le fait même difficiles d'accès. Donc, le grand public ne va pas tout comprendre. Ça implique de faire confiance en des gens spécialisés. Ça, c'est le fondement de nos sociétés modernes, la spécialisation. Mais en même temps, je trouve que, pour garder un regard critique, on vit une époque où la vulgarisation scientifique de qualité prend une importance énorme. Si vous êtes aux études, je vous encourage à parler aux personnes concernées pour présenter en cours le documentaire Climate Change by Numbers. Et peut-être même dans une présentation ouverte au public, pourquoi pas. Soyons fous et rentabilisons les $300.